I2.bi. Voilà. Ça veut dire le premier, il s'ouvre, on évalue la condition. Si elle est vraie, on retourne vrai, sinon on retourne faux. Voilà. Maintenant, j'avais posé la question par rapport à l'appel de la méthode avant. Donc, on va écrire if I1. Si j'ai deux intervalles, I1 et I2, j'aurais créé. Donc, je vais écrire if avant I1, if I1 point avant I2. Ça veut dire que là, je vérifie si I1 est avant I2. Maintenant, si j'écris I2 point avant I1, ça veut dire que je vérifie si I2 est avant I1. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Ce n'est pas comme la méthode somme. La méthode somme, par exemple, la somme de vecteurs. Là, je fais V1 point somme V2 ou la V2 point somme V1, c'est la même chose. Hein. D'accord. Là, ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention à l'objet qui passe avant la méthode. Regardez maintenant la méthode disjoint. La méthode disjoint veut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux intervalles. Donc, disjoint veut dire, vous connaissez, hein, que l'intersection est vide entre les deux intervalles. Vous lisez dans le chat, s'il vous plaît, hein, mes commentaires. Donc, je ne peux pas faire autrement. Donc, disjoint, je pourrais faire en utilisant la méthode avant. D'accord. La méthode disjoint, elle va appeler la méthode avant. Donc, deux intervalles sont disjoints si le premier est avant le deuxième ou alors le deuxième est avant le premier. Ça veut dire le premier, il se ferme avant que le deuxième ne s'ouvre ou alors le deuxième se ferme avant que le premier ne s'ouvre. En fait, donc, this point avant I2 ou alors I2 point avant this. Je retourne vrai, les deux intervalles sont disjoints. Sinon, je retourne faux, ça veut dire qu'il y a une intersection. Il y a un qui ne s'est pas encore fermé alors que l'autre, il s'est ouvert. Voilà, donc il y a une intersection. La méthode contenue, ça veut dire que vous avez votre intervalle complètement à l'intérieur du premier, ou là, le premier à l'intérieur complètement du deuxième. Là aussi, il faut se fixer une logique. Là, je vérifie, est-ce que l'intervalle I2, avec ce que j'ai écrit, je vérifie si l'intervalle I2 est contenu dans l'intervalle this. Donc, pour la méthode contenue, on vérifie si l'intervalle, je vous écris, hein, I2 est contenu dans l'intervalle référencé par this. Madame, Oui, pourquoi on a déclaré les oui, attributs B et B1 j'entends. privés? Madame, J'ai pas entendu la question. Pourquoi? B et B1 Tu me déclarés répètes la en B. question. Je ne t'entends pas. Hein, tu m'écris la question. Je t'entends pas. Hein.
J'ai pas entendu la question. Vite. Oui, madame, on vous entend, mais très mal. Très mal. Oui, mais ça, c'est la connexion, il me semble. Madame, on dirait genre c'est un robot qui parle, genre c'est robotisé. Ah, très très Pardon? bizarre. Ça grésille. Eh oui, donc, je ne sais pas. Eh ben, je ne sais pas. C'est la connexion, Oui, à un certainement. moment ما كناش قاعد نسمعوا. D'accord. Alors, on me dit pourquoi on déclare, il y a une question, pourquoi je déclare BI et BS privé? Parce qu'en fait, on suit la règle générale, hein. Je réponds à la question. Donc, on déclare BI et BS. Je ne sais pas comment on les a écrits, ces grands BI, hein. Donc, car on suit, en fait, la règle générale d'encapsulation. Là, j'aurais pu ajouter get BI et get BS, hein. D'accord. D'accord. Ensuite, la règle générale d'encapsulation. J'ai dit, en règle générale, vous déclarez les attributs privés et les méthodes publiques. Voilà. Et là, bon, en fait, si j'ai besoin d'accéder, donc si j'ai besoin d'accéder à BI, BS, hein, à l'extérieur de la classe, j'ajoute un accesseur. D'accord, j'ajoute un accesseur juste pour envoyer la valeur. Un accesseur get BI, get BS. Get. Donc, un accesseur pour renvoyer la valeur de BI, un accesseur pour renvoyer la valeur de BS. Donc, Voilà. un getter, madame. Un accesseur, c'est un getter. Un accesseur en lecture, c'est un getter. Un accesseur en écriture, c'est un setter pour modifier. Voilà. D'accord, oui. Voilà, donc ici, je reviens à contenu. Alors, un intervalle est contenu dans l'autre. Donc, I2, il est contenu dans le 10. Si la borne inférieure de I2, elle vient après la borne inférieure du 10, et la borne supérieure de I2, elle vient avant la borne supérieure du 10. Donc là, il faut faire un schéma, hein, d'accord? Prenez un axe, vous mettez le BI et le BS du 10, et vous mettez le BI et le BS de I2, donc le I2.BI, le I2.BS. Si le I2.BI est supérieur au 10.BI et le I2.BS est inférieur ou égal au 10.BS, ça veut dire que le I2, il est à l'intérieur de l'intervalle 10.
fait, qui sera le I1 après lorsqu'on va appeler la méthode. D'accord? Voilà. Donc, si j'ai cette condition, je retourne vrai, sinon je retourne faux. Ça, c'est des méthodes d'instance, en fait, qui utilisent la référence this et qui manipulent deux objets de la même classe. Ça, on a déjà vu, hein. Bon, regardez maintenant la méthode qui calcule l'intersection entre deux intervalles. C'est aussi une méthode d'instance, hein. Donc, l'intersection de deux intervalles est un intervalle. D'accord? L'intersection de deux intervalles, elle renvoie à un intervalle. C'est pour ça que le type de retour de cette méthode intersect, c'est intervalle. Je n'ai pas compris cette méthode, comment on a fait. Alors, l'intersection de deux intervalles, j'ai dit c'est un intervalle. OK? Maintenant, si les deux intervalles sont disjoints, il n'y a pas d'intersection. D'accord? C'est le 10 et le I2. Donc là, je vais écrire quand même dans le chat, hein, parce que, voilà. Donc, on fait l'intersection, on calcule l'intersection entre l'intervalle 10 et l'intervalle I2. OK? Voilà. On calcule l'intersection entre l'intervalle 10 et l'intervalle I2. Donc, si 10 point disjoint de I2, ou la I2 point disjoint de 10, ça veut dire pas d'intersection. Il n'y a aucun point commun. Et donc, là, on retourne une référence nulle. On retourne nul. D'accord? S'il n'y a pas d'intersection, je retourne nul. Il n'y a rien en commun. D'accord? Parce qu'il faut retourner quelque chose qui correspond à une référence d'objet. D'accord? Donc, je ne peux pas dire il n'y a pas d'intersection et je m'arrête. Il faut toujours retourner une référence d'objet. D'accord? Quand il n'y a pas, je n'ai pas pu créer l'objet, je retourne nul. OK? Maintenant, comment calculer l'intersection? Regardez le commentaire à droite. Regardez le commentaire. On vérifie d'abord si les intervalles ne sont pas disjoints. Et là, pour prendre l'intersection, on prend la plus grande des bornes inférieures et la plus petite des bornes supérieures. Prenez un exemple de deux intervalles sur un axe. D'accord? Et regardez quand vous avez un chevauchement, quelque chose de commun. Pour prendre l'intersection, vous allez prendre la plus grande borne inférieure et la plus petite borne supérieure. D'accord? Je vous prends un exemple. Si I1, par exemple, est égal à l'intervalle moins 6 et 10. Voilà. Et I2 est égal à l'intervalle, bon, je dirais moins 2. Bon, moins 2 et 8. Non, mais je ne vais pas prendre 8 parce que sinon ça va être I2. Ben, allez,
je vais prendre moins 2. Oui. Moins 2 et 12. Allez. Regardez l'exemple. Si I1 égale moins 6, 10 et I2 égale moins 2, 12. Ça va être quoi l'intervalle résultat de l'intersection? C'est quoi? Non, ce n'est pas moins 6, 12, non? Oui, c'est moins 2, 10. C'est moins 2, 10. Donc, I égale moins 2, 10. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la plus grande borne inférieure, on a comparé moins 6 et moins 2. La plus grande, c'est moins 2. Et on a pris la plus petite borne supérieure, on a comparé 10 et 12, on a trouvé que c'est 10, on a pris 10. D'accord? Donc, c'est moins 2, 10. La plus grande borne inférieure et la plus petite borne supérieure. Voilà, voilà, c'est ce qu'on fait, hein. De toutes les manières, c'est ce qu'on fait. OK, mais là, ce qu'il faut remarquer, c'est que on a calculé, on a pris deux variables locales, BI et BS, on a calculé BI, d'accord? On a pris la plus petite, la plus grande borne inférieure. Dans BS, on a comparé, on a pris la plus grande, la plus petite borne supérieure. Après, regardez ce qu'on a fait. Return new intervalle BI, BS. D'accord? À la fin, donc, on a créé return new intervalle BI, BS. D'accord? Là, ça veut dire quoi? On a créé un intervalle avec les valeurs BI et BS qu'on a calculées. Madame, on lui donne pas de nom. Tu peux mettre un i à l'intérieur. Ce que tu peux faire, tu peux faire ça, intervalle. Mais Ouais, on sait c'est pas, jamais. c'est pas, Besoin de l'utiliser, bad ou là. tu ne vas pas l'utiliser. Non, ça On c'est sait interne, jamais, on c'est sait jamais. interne. Dans le cas où. Tu fais ça. Alors tu fais ça. Intervalle i. Tu fais i égale new intervalle. Tu mets tes valeurs BI que tu as calculées, BI, BS, et tu fais return. Return i. Et puis tu le déclares à l'intérieur, comme ça. Tu fais comme ça. Je t'ai écrit dans le chat. D'accord, merci madame. Voilà. Donc, ça va être une variable locale à l'intérieur. Tu crées ton intervalle et tu le mets dans cette variable i. D'accord. Et tu retournes i. Voilà. OK. Voilà. Donc, après la suite, la fusion de deux intervalles. Bon, c'est un peu le contraire, hein. Fusionner deux intervalles, c'est-à-dire créer un intervalle qui regroupe les deux. En fait, c'est comme l'union. La fusion, la fusion. Donc, euh, c'est c'est comme l'union, mais il faut avoir une intersection, au moins un point. Il faut que je puisse coller les intervalles entre les deux, voilà, les deux intervalles. Voilà, donc la fusion, c'est comme l'union de deux intervalles, mais Thomas, en maths, vous avez l'habitude d'écrire bon, une partie d'intervalle, union, la deuxième partie. Là, on ne va pas faire comme ça. D'accord? C'est comme l'union, mais il faut avoir une intersection entre les deux intervalles, sinon on ne peut pas créer l'intervalle fusion. Voilà, vous regardez la diapo, s'il vous plaît, et vous me dites si vous avez compris.
Oui, c'est un peu le contraire de l'intersection. Dans l'intersection, on prend ce qu'il y a en commun. Dans l'union, dans la fusion, on prend en fait l'intervalle complet, c'est-à-dire euh, l'intervalle I1 et l'intervalle I2, on les fusionne et on va avoir un intervalle complet. Mais là, ce qu'il y a, c'est que euh, c'est qu'il faut avoir une intersection. Parce que si je n'ai pas d'intersection, je ne peux pas avoir une fusion d'intervalle. Par exemple, alors si I1 égale, je reprends moins 6, 10, et I2 égale moins 2, 12. Alors, si j'ai moins 10, moins 6, 10 et I2 moins 2, 12, c'est quoi la fusion? Oui, c'est moins 6, 12. Donc, en fait, je vais prendre la plus petite borne inférieure et la plus grande borne supérieure pour prendre tout l'intervalle. Maintenant, c'est possible. Pourquoi? Parce que j'ai une intersection entre les deux intervalles, hein. J'ai une intersection. D'accord? Maintenant, si, autre exemple, voilà, c'est moins 6, 12. D'accord. Autre exemple, si j'ai I1 égale, euh, je vais garder le moins 6, 10, et I2 égale, alors 10, 20. Vous avez un autre exemple. Si I1 égale moins 6, 10 et I2 égale 10, 20. La fusion, c'est quoi? Non. Ah oui, la fusion, oui, c'est moins 6. Non, c'est pas ce que je voulais, non. Là, j'avais pensé à l'intersection. Si j'avais demandé l'intersection pour ces deux intervalles. L'intersection pour ces deux intervalles. En fait, ça va être ça. Non, c'est pas 10, 12, hein. Le point 10, ça va être l'intervalle, parce qu'un intervalle, c'est borne inférieure, borne supérieure, hein. Voilà, voilà, c'est 10, 10. C'est un point, mais il faut lui donner la borne inférieure et la borne supérieure. D'accord? C'est 10, 10. Voilà. OK. Maintenant, autre exemple. Si j'ai, alors, en fait, je voulais prendre un autre exemple. Et voilà. Entre moins 6, 10 et 12, 20, c'est quoi la fusion? Voilà, c'est nul, hein. Je ne peux pas construire. Voilà. Je ne peux pas construire l'intervalle. D'accord? C'est nul. On ne peut pas construire un intervalle. On ne peut pas construire un seul intervalle fusion. Voilà. Voilà. Donc, selon notre logique, hein, on ne peut pas construire un seul intervalle fusion parce qu'il n'y a pas d'intersection. Voilà. Donc, on retourne nul. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer ici. Donc, ici 10.10 joint I2, je fais vecteur nul. Sinon, je vais prendre la plus petite borne inférieure et la plus grande borne supérieure et je crée le new intervalle avec BIBS comme tout à l'heure. Return new intervalle BIBS. C'est compris? Oui, madame. OK. OK. Voilà. D'accord, très bien.
Voilà, donc essayez de travailler cette question. Vous l'écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Vous travaillez cette question, c'est la question 2 de l'exercice, et vous m'écrivez dans le chat. Je vais essayer peut-être de régler la connexion. Non, 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 il y a des choses. Regardez, les intervalles numérotés, lisez bien la question. Oui, on ajoute un compteur. Oui, on ajoute un compteur, mais il faut écrire les instructions. Oui, d'accord, ça c'est les attributs, d'accord. Donc votre camarade elle nous répond, là on a les attributs. On a les attributs, donc on a les attributs, et il faut regarder le constructeur, voilà. Le constructeur, donc voilà, donc à chaque fois il faut incrémenter le compteur et le numéro, donc il faut l'appeler num, le numéro égale compteur. Voilà, d'accord, c'est ça. Donc, on a les attributs compteur et num en plus dans la classe intervalle. Voilà. Et dans le constructeur, on incrémente le compteur CPT et on l'affecte à num. Comme ça, tous les objets auront un numéro différent. D'accord, c'est correct. Ce que vous avez donné, c'est correct. OK, voilà. Donc, on incrémente le compteur et on l'affecte à num. Et comme ça, j'aurai les intervalles numérotés un par un. D'accord, de manière séquentielle.
Voilà. Donc, je reviens à ma diapo. Voilà. Vous lisez les commentaires, s'il vous plaît, hein. Bien sûr, le compteur, il est déclaré statique, hein. Comme ça, à chaque incrémentation, il va changer de valeur. Il est partagé par tous les objets. Est-ce que vous avez compris? Pour la numérotation séquentielle des intervalles. Voilà, donc c'est un exemple qu'on avait fait déjà avec la classe point. On a fait la même chose. Pour numéroter les points, on utilise un attribut compteur qui est statique et qu'il faut incrémenter à chaque fois. Bien sûr, il faut l'incrémenter dans le constructeur, hein, et le numéro sera attribué dans le constructeur. Sinon, ça ne peut pas marcher. Voilà. Maintenant, on revient à la question, la deuxième. Déterminer, donc là, il faut créer un vecteur de n intervalles et déterminer l'intersection de tous les intervalles. Donc, la suite, c'est créer un vecteur de n intervalles et calculer l'intersection de tous les intervalles. Madame, l'intersection de tous les intervalles, c'est un seul intervalle, c'est ça. Oui, oui. Donc, chaque intervalle, نعاود نقبضو نتيستي مع واحد آخر. Chaque deux Euh, intersections تاع intervalle, il faut تعطيني écrire, intervalle. oui, il faut, والريزلت oui, اللي oui, il faut, voilà, c'est ça. Tu fais l'intersection 2 à 2 et tu avances comme ça. Les deux premiers, ça va te donner un intervalle. Avec le troisième, ça va te donner encore un intervalle. Le résultat avec le quatrième intervalle, le résultat avec le cinquième intervalle. D'accord? Ouais, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Voilà. Écrire, il faut m'écrire dans le chat de quel chauffeur. Je vais voir la solution. Donc, créer le vecteur qui contient en fait, les n intervalles et calculer l'intersection de tous les intervalles du vecteur.
Alors, est-ce que vous avez une réponse? Oui, bon, elle dit c'est pour créer le vecteur T, le vecteur d'intervalle. Après, alors j'ai ici une réponse, je vais essayer de lire. Donc, c'est Boccaroni. Je vais essayer de lire programme intervalle. OK, donc je lis la valeur de n. Voilà. Intervalle B égale new intervalle de n. Donc, je crée le vecteur de référence qui est initialisé à nul. Après, donc pour i allant de 0 jusqu'à n, je dois donner à chaque fois les bornes de l'intervalle. Et je fais V de i égale new intervalle BI, BS. D'accord, voilà, OK. C'est correct. Donc, il reste à calculer l'intersection. OK, donc ce qu'a répondu votre camarade est correct, hein? D'accord. Donc, reste la partie calcul de l'intersection. Vous n'avez pas de réponse? Voilà, donc regardez, ça c'est ce qu'a écrit votre camarade, c'est exactement la même chose. Voilà, vous avez donc la création du vecteur de référence intervalle V égale new intervalle de n initialisé à nul partout. Après, la création des objets intervalles pour i allant de 0 jusqu'à n, donner les bornes de l'intervalle, on lit le BI et le BS, l'exclude, etc. Et après, on fait V de i égale new intervalle BI virgule BS. D'accord? C'est compris jusque-là? Oui, madame. Bon, ceux qui ont des questions, ils doivent les poser, hein. Donc, après, le calcul de l'intersection, intersection de tous les objets intervalles. Vous lisez la diapo, s'il vous plaît. Oui, c'est à peu près la même chose que a écrit Zitouni. C'est à peu près la même chose, hein.
Donc, dans R, on met le résultat de l'intersection entre deux intervalles et on continue après. Donc, R avec le troisième, R avec le quatrième, R avec le cinquième et ainsi de suite. Donc, R, c'est mon intervalle résultat. D'accord? Mais, au début, donc, R, il est nul, hein, il n'y a rien dans R. Je commence par affecter l'intervalle V de 0 à R, le premier intervalle dans R. Et après, je continue. Donc, R égale R point intersecte de V de 1. Ensuite, je trouve un résultat, point intersecte V de 2. Je trouve un résultat, intersecte V de 3. Je trouve un résultat, et ainsi de suite. Pourquoi je dois m'arrêter si R est égal à nul? Non, parce que si c'est nul, on continue pas, puisque c'est l'intersection. Donc, si on trouve Eh, une... Donc, j'ai dit pourquoi on s'arrête si R est égal à nul. Pourquoi? Parce que n'importe quel intervalle avec nul, ça va donner الانترسكسيون مع nul, hein. نول صادون صادون صح لو كان Voilà, يكون l'intersection absolue. Oui, لو كان oui, يكون الأول ما عندوش انترسكسيون مع الدوزيام صح الدوزيام عنده c'est مع nul. البروموسيام بعد شغل ما نلقاوش Ah non, الانترسكسيون non, مي صح non, معاهم c'est كاع مادام l'intersection de tous les intervalles. Oui, c'est une مادام partie commune de tous. Eh, d'accord. Mais si ce n'est pas l'intersection 2 à 2. D'accord. C'est l'intersection de tous. Donc, dès que j'ai nul, avec n'importe quel autre intervalle, ça va toujours donner nul. Et il faut arrêter. Voilà, c'est tout. D'accord? Parce que nul, avec n'importe quel autre intervalle, il va donner nul. Donc après, quand je termine ma boucle, si R est différent de nul, j'affiche R point affiché, c'est le résultat. Sinon, je dis j'ai trouvé une intersection vide. Bon, ça, je ne pourrais pas appeler nul point affiché, ça ne marche pas, hein. D'accord. Si R égale à nul, donc on ne peut pas écrire R point affiché. Ça ne marche pas. Une référence nulle, je ne peux pas appeler une méthode sur une référence nulle. C'est compris pour tout le monde? Ok, d'accord. Est-ce que c'est compris? Ok, d'accord. Voilà, donc je vais partager la série 3, hein. Bon, on avait fait l'exo 1 qui portait sur les méthodes statiques. On l'a fait, hein. La classe calcul avec factoriel, puissance, somme, N2. Donc, je passe à l'exercice 2. Tout ça, on a fait, hein. Voilà. Donc, l'exercice 2, c'est un schéma de classe dans deux packages différents et on vous pose des questions par rapport à ce schéma.
Vous voyez la diapo, c'est bon? Oui, madame. D'accord. Donc, vous essayez de répondre aux questions. C'est un exercice d'application par rapport au niveau de visibilité, hein. C'est facile. Alors, la classe 4 est-elle accessible dans PAC 2? Voilà. Donc, la classe 4 n'est pas accessible. Elle est accessible dans PAC 2, c'est normal, parce que je reste dans le même package. D'accord. Classe 4 définie dans PAC 2, elle sera accessible dans la classe 3, par exemple. Je peux l'utiliser dans la classe 3 parce que je ne suis pas sortie du package 2. D'accord. Mais elle n'est pas accessible dans package 1 parce que je suis à l'extérieur du package de définition de classe 4. Pour qu'elle soit accessible, il faut la rendre. Vous avez dit, il faut la rendre? Oui, mais avant de l'importer. Avant de l'importer. Il faut la rendre publique et l'importer. D'accord? La rendre publique et l'importer. Voilà. Pour qu'elle puisse être. Utiliser une classe, ça peut être quoi? Madame, vous pouvez répéter la question? Je suis en train de l'écrire. Voilà, donc utiliser une classe veut dire créer des objets de la classe, c'est normal, créer des objets de la classe, appeler les méthodes sur ces objets, etc. Ou alors quoi d'autre? Quand je dis utiliser une classe. Maintenant, on a avancé un peu dans le programme, hein. Pour ramener les méthodes de la classe? Non, 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 non. Les méthodes de la classe, c'est créer les objets et appeler les méthodes sur les objets de la classe. Ça va de soi. L'héritage, voilà, je fais référence à l'héritage. Sous classe. Voilà, Maintenant, créer des classe. sous-classes à partir de cette classe. D'accord? Donc, utiliser, il faut retenir ça, hein. Utiliser une classe dans un autre package ou là dans le même package ou là, on s'en fout, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, créer des objets. Bon, éventuellement, bien sûr, il faut appeler les méthodes sur ces objets. Et ça veut dire autre chose aussi, ou encore étendre la classe. Étendre la classe. Ça veut dire créer des sous-classes. Créer des sous-classes. Des classes dérivées. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Quand je dis utiliser, c'est soit créer directement en fait des objets de cette classe, appeler les méthodes sur les objets, etc. Ou alors encore étendre la classe, c'est-à-dire créer carrément des sous-classes de cette classe. D'accord? C'est ça, utile. Donc, une classe ne peut être utilisée à l'extérieur du package, de son package de définition, sauf si elle est publique. Et quand elle est publique, quand elle est publique, je dois l'importer. Quand je sors du package, je fais un import de cette classe et du coup, je pourrais, si j'ai besoin, je pourrais créer des sous-classes de cette classe, je pourrais créer des objets de cette classe et appeler les méthodes sur ces objets de cette classe. D'accord? Voilà. Donc après, on vous dit dresser un tableau pour montrer l'accessibilité des attributs des méthodes de la classe 1 dans les autres classes du schéma. D'accord? C'est-à-dire dire dans cette classe c'est accessible, dans cette classe c'est pas accessible.
pour chaque attribut et pour chaque méthode de la classe 1. Si je prends le X, par exemple, regardez le X, int X, dans la classe 1, il sera accessible où, cet attribut? Que dans la classe 1. Que dans la classe 1 parce qu'il est privé. D'accord. Si je prends le int Z, je prends le Z, il sera accessible où le Z? Pack 1. La classe 1 et 2. Voilà, dans la classe 1 et 2, parce qu'il a la visibilité package. D'accord. Oui, pack 1. Maintenant, si je prends, voilà, si je prends Y, qui est public, c'est un attribut qui est visible partout, hein. Je peux l'utiliser dans la classe 2, je peux l'utiliser dans la classe 3, je peux l'utiliser dans la classe 4, mais il faudrait importer la classe 1 dans le pack 2. D'accord. Là, je pourrais avoir accès à Y. C'est les mêmes règles pour les méthodes, hein. Une méthode qui est privée, elle reste visible uniquement dans sa propre classe. Une méthode publique, elle sera visible partout dans toutes les classes. Eh bien, il faut que la classe qui la contient soit publique. Et une méthode qui n'a pas de visibilité particulière, c'est-à-dire la visibilité par défaut, la visibilité package, elle est visible dans toutes les classes du même package. C'est-à-dire, je peux créer un objet de la classe et je peux appeler cette méthode dans une autre classe autre que la classe 1 en restant dans le même package. Madame, même les Voilà. méthodes باش نutiliser à l'extérieur لازم يكونوا public. Ah oui, pour qu'elle soit utilisée, par exemple, tu as ici méthode 1.3, tu ne peux pas l'utiliser dans classe 3 ou classe 4, c'est impossible. D'accord? Tu ne peux pas créer un objet, même si tu crées un objet de la classe 1, ok, tu vas créer un objet de la classe 1, tu importes la classe 1, etc. Mais si tu fais obj.méthode 1.3 dans la classe 3, par exemple, c'est pas possible parce que la méthode n'est pas publique. Voilà, donc regardez le tableau qu'on a dressé ici. Voilà. Donc, je vous reprends les méthodes et en fait, les attributs et les méthodes de la classe 1. Hein. D'accord, à gauche, et avec les modificateurs de visibilité. Donc, vous voyez bien si c'est privé, si c'est public, etc. Voilà. Donc, si je prends la méthode 1.1, par exemple, la méthode 1.1, elle est privée. J'ai mis non partout parce qu'elle ne peut pas être visible dans classe 2, ni dans classe 3, ni dans classe 4. Hein. Si je prends l'attribut X aussi, j'ai mis non partout. D'accord, il n'est pas accessible, il est privé. Y, je vais avoir oui partout parce qu'il est public. La méthode N2, elle est publique, c'est un oui partout. L'essentiel, c'est que la classe qui le contient, elle soit publique et elle doit être importée. Maintenant, pour l'attribut Z et la méthode N3, ils ont en fait, c'est les mêmes règles. L'attribut Z, visibilité package, la méthode N3, visibilité package, ils sont visibles dans la classe 2. Donc, j'ai mis oui pour la classe 2, mais j'ai mis non pour la classe 3 et la classe 4. Donc, vous sortez du package, la visibilité package n'a plus de portée. Et là, on rappelle que l'accessibilité d'un attribut d'une méthode publique à l'extérieur du package nécessite que la classe qui le contient soit publique et qu'elle soit importée aussi. C'est juste un rappel, donc. Là, on vous donne une portion de code. Voilà, une portion de code et on vous dit, dites quelles sont les erreurs dans cette portion. Bien sûr, vous restez avec le schéma. Hein. Regardez ce qu'on est en train de faire. D'abord, il faut bien regarder où est-ce qu'on se situe. Hein. Regardez où est-ce qu'on est. On est dans quel package? S'il vous plaît, on est dans quel package? Pack 1. Package 1. Package A, qui contient la classe 1 et la classe 2. Donc, dans le package 1, on se met dans la classe 2. D'accord? Et précisément, on écrit quelque chose dans la méthode 2A de la classe 2. Regardez. Je vais revenir à mon schéma. Voilà. J'ai dans le package 1, j'ai la classe 1
j'ai la classe 2. Je suis en train d'écrire le corps de la méthode 2.1 de la classe 2. Alors, j'ai mis des instructions dans cette méthode. Et j'essaie de voir quelles sont les erreurs que j'ai mises dans cette méthode. D'accord? Donc, mais il faut retenir que dans classe 1, le X, il est privé, le Y, il est public et le Z, il a la visibilité défaut. La méthode 1.1, elle est privée, la méthode 1.2, elle est publique, la méthode 1.3, elle reste donc, avec une visibilité package. Il ne faut pas oublier parce que sinon, vous ne pouvez pas recenser les erreurs. D'accord? Vous essayez de recenser les erreurs, s'il vous plaît, vous me les écrivez dans le chat. Madame, le X, c'est un attribut privé. Oui, et donc, Euh, oui, c'est un attribut privé. Et donc, on ne peut pas afficher sa valeur dans la classe 2. oui, oui, on ne peut pas l'utiliser directement dans une méthode d'une autre classe. Mhm. Une méthode de la classe 1, oui, elle peut y accéder directement. Mais là, on est sorti de la classe. Donc, le X ne peut pas être visible. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut pour corriger l'erreur? Voilà, il faut prévoir un get. Il faut prévoir un get X dans la classe 1. Voilà, c'est ça. Il faut ajouter un accesseur. Bon, vous essayez de répondre. Je vais essayer de régler la connexion, s'il vous plaît. Bon, donc on a dit, la méthode 1, on ne peut pas l'appeler. La classe 4, elle a une visibilité package. Oui, il faut la rendre publique. D'accord? Autre chose. Madame Khan, tu importes la classe. On a créé un objet. On a créé un objet de la classe 3. D'accord? La classe 3, elle est publique, donc je peux l'avoir. Il faut importer. Il faut faire un import. D'accord? Je vais écrire là, la classe 3 est publique, mais il faut importer. Il faut écrire donc import pack de point classe 3.
D'accord? Oui. Autre erreur. C'est 3 pour méthode 1A. Méthode 1A est privée, oui, mais ce n'est pas ça. Votre camarade me dit c'est 3 pour méthode 1A, elle est privée. OK, mais ce n'est pas ça. L'erreur d'abord parce que méthode 1A ne peut pas s'appliquer déjà, oui, sur un objet de classe 3. Elle s'applique sur un objet de classe 1. D'accord? En plus, elle est privée. D'accord? Même si elle pouvait s'appliquer, elle reste privée. Donc, méthode 1.1 ne peut pas s'appliquer sur un objet de classe 3. Elle s'applique sur un objet de classe 1. Autre chose, classe 4 n'est pas accessible. Oui, il faut la rendre publique. Là, on avait répondu, donc il faut rendre classe 4 publique et faire écrire et import pack 2 point classe 4. Voilà. Voilà, bon, là, il faut revenir un peu au schéma pour voir bon, la méthode 4.2, est-ce qu'elle est publique ou pas? Voilà, donc l'essentiel, vous avez compris le principe. D'accord. Voilà ce que j'ai recensé dans mon tableau. Je l'agrandis un peu. Donc, l'instruction, l'erreur. L'instruction, c'est un point X égale c'est un point X. L'attribut, il est privé. D'accord, non accessible dans classe 2. Il faut écrire un accesseur en lecture, donc classe 1. getX. Et après, donc, dans l'instruction, j'écris C1.getX. Je n'écris pas directement C1.x. La méthode 1.1, c'est une méthode privée, non accessible dans classe 2. Il faut que la méthode soit publique ou au moins avec une visibilité package pour pouvoir y accéder dans la classe 2. Elle peut avoir une visibilité package, elle sera accessible. Alors, C3 égale new class 3. Il faut importer la classe 3. Donc, import pack2.classe 3. Alors, C3.méthode 1.1 est une méthode privée dans classe 1. De plus, ne peut pas être appliquée sur un objet de classe 3. C3.méthode 3.1, c'est une méthode qui a la visibilité par défaut dans pack2. On n'a pas vu parce qu'il fallait revenir au schéma. Il faut rendre la méthode publique pour qu'elle soit accessible dans pack 1. Classe 4 n'est pas accessible, donc il faut la rendre publique et importer la classe. La même chose, la méthode 4.2, elle a une visibilité par défaut. Il faut la rendre publique pour l'utiliser dans une classe de pack 1. Voilà. Donc voilà ce qu'on a trouvé comme erreur. Hein. C'est compris, s'il vous plaît? Les autres, est-ce que c'est compris? C'est bon? Ça, c'est pour vous expliquer c'est quoi accessible en fait. Accessible, c'est créer des objets, appeler des méthodes. Et j'ai dit autre chose aussi, une classe qui peut être dérivée pour créer des sous-classes. Là, je dirais, elle est accessible dans tel package, non accessible, et ainsi de suite. OK? Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait dans l'exercice. Hein. Voilà, donc ça, c'est un rappel. Règle générale, les attributs doivent être privés ou protected pour respecter l'encapsulation. Les méthodes doivent être publiques ou protected pour favoriser l'utilisation, la réutilisation. Les classes doivent être déclarées publiques pour favoriser la réutilisation. Ça, c'est ce qu'on a vu en cours. Hein. C'est un rappel.
Oui, oui, il ne faut pas. Public, non. Pour les attributs, il faudra opter pour private ou à la rigueur protected. Voilà. OK. Les énumérations, on va trouver après des exemples. Travailler le devoir, c'est ça l'objectif. Les énumérations, c'est que vous les travaillez en devoir. Après, certainement qu'on va avoir la possibilité de trouver d'autres exercices, hein. L'exo 5 du devoir, est-ce que les attributs de la classe date doivent être privés ou protected? Bon, tu ne vas pas dériver la classe date. On ne va pas dériver la classe date. Donc, les attributs, il faut les déclarer. Voilà, j'ai répondu à la question, hein, Zitouni. Tu ne vas pas dériver la classe date. Tu ne vas pas créer une classe qui fait extent de date. D'accord? Tu vas utiliser date comme attribut. Non, tu vas utiliser date comme attribut. Non, c'est une classe, tu vas l'utiliser date dans une autre classe. Allô? Si tu n'as pas l'intention de dériver ta classe date, tu déclares tes attributs privés. Voilà, donc on revient à l'exercice, la classe monome. Vous m'écrivez la classe monome, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à entendre maintenant ou c'est toujours la même chose? Allô? Allô? أنا سمع وما أنا سمع. Vous m'entendez? D'accord. C'est comme tout à l'heure ou c'est un peu mieux? Oui, un peu mieux maintenant. Mais مازال شوية تخرخيش برك. D'accord. OK, d'accord. آه. OK. Voilà. Donc là, j'ai la classe monome qu'il faut écrire. Il faut mettre à l'intérieur donc une méthode lire, une méthode de saisie, une méthode afficher. Essayez d'écrire la méthode toString. Je ne sais pas si j'ai mis un constructeur, là, ça n'a pas été précisé. Oui. Donc, ajouter un constructeur et la méthode toString. Parce que, bon, on l'a fait ce matin, hein.
J'attends vos réponses, hein. Je ne veux pas donner la solution directe. D'accord. Donc là, j'ai une réponse. Je vais lire arabe. Euh, Ah, c'est pas une réponse, ça. Là, tu essaies de voir, hein. C'est des trucs techniques, hein, que je ne peux pas te répondre ici. Je pensais que c'était la réponse à ma question. OK. Bon, la classe monome. Personne ne sait répondre à cette question? Benaït, Benaït, tu es là? Il me semble qu'il y a des gens qui se connectent et qui, voilà, et qui se... Tu es là, d'accord, tu es là. Parce que je t'entends pas. La réponse à la question. La classe monome, c'est très facile. Oui. Voilà, donc vous avez la réponse, puisque vous aimez avoir les réponses directement. Voilà les réponses. Voilà, donc ici, vous avez deux attributs, coefficient exposant que j'ai déclaré privé. Vous avez votre constructeur monome, vous avez deux constructeurs, un constructeur sans paramètres et un constructeur avec deux paramètres. La méthode lire pour renseigner le coefficient, next float et next int pour renseigner l'exposant, en utilisant un objet scanner. D'accord? Afficher. Donc, afficher, vous avez donc coefficient plus x plus 10 points exposant, c'est pour afficher 3x4 par exemple. J'affiche le coefficient x et l'exposant. La somme de deux monômes, bien sûr, quand je fais la somme de deux monômes, ça va être un monôme. Je vais faire la somme du 10 avec le monôme M2. D'accord? Là, il faut juste faire la somme des coefficients, sachant que les exposants sont égaux, hein. Là, je ne vérifie pas. Pour faire la somme de deux monômes, les exposants sont supposés égaux, hein. Bien sûr, ce n'est pas à ce niveau que je vais faire la vérification. Je vérifie la somme quand j'appelle. Quand j'appelle, pour appeler la somme, je vérifie que les deux monômes, ils ont le même exposant, mais pas à l'intérieur de la somme. Bon, la valeur d'un monôme pour un x donné, calculer la valeur d'un monôme pour un x donné, c'est le coefficient multiplié par la valeur de x à la puissance exposant. Donc là, j'utilise la méthode math.pow. D'accord? J'utilise x à la puissance exposant. C'est facile. Et je multiplie par le coefficient, je vais obtenir la valeur que je vais retourner. C'est un float. J'ai ajouté deux accesseurs, get coefficient et get exposant. D'accord? Return coefficient, return exposant. Get coefficient type float, get exposant de type int. OK? Et j'avais dit la méthode toString. Là, je pourrais écrire comme ça, string, toString. Et je fais return
return, alors, coefficient, plus, alors, x, plus exposant. Voilà, je retourne en fait la forme usuelle d'un monombre. Voilà. D'accord. Si je veux ajouter le tout string, j'écris return coefficient plus x plus exposant. Donc, par exemple, je vais retourner 6x2. D'accord, 6x au carré. C'est compris? D'accord, d'accord. Donc, il y a la deuxième partie de l'exercice, elle est intéressante, hein. C'est la classe polynôme à travailler. Donc, la classe polynôme à travailler pour la prochaine séance, hein. D'accord. Elle est intéressante, il faut faire l'exercice, hein. Et je vais envoyer la série sur l'héritage. OK? Donc, on va faire une séance mardi, hein. Après, je vais envoyer la confirmation par mail. On va faire une séance, Inch'Allah, mardi à 13 heures. Et donc, je vais essayer de régler ce problème de connexion. OK, voilà. Voilà, donc je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter la séance. Si vous avez des questions, vous les posez. Madame, Oui, oui, madame, est-ce que ce projet, est-ce qu'on peut oui. travailler avec des classes مقريناهم Quel projet? Tu parles du mini-projet ou du devoir? de تاع TP, madame, projet. Et, il y a un devoir, il y a le projet. Dans les stations, les transports, quoi. Oui, هذا. Oui, bien sûr, parce que là, avec l'avancement, on devra avancer plus que le projet. Parce que, bien sûr, tu peux utiliser ce qu'on n'a pas encore vu. Si tu es en avance dans le contenu du module, bien sûr. مدام اسكو نقدروا نخدموا بدي كلاس حنا نكريهم ابار لي دومونديتيهم في لي لونسي Par exemple, tu me dis, par exemple, quelle classe, par exemple? كلاس نزيدوها شغل تاع واسمو تاع كي تكون بيغ ابيغ Une زيدو كلاس classe comment? Classe quoi? Match. من داك نزيدو كلاس مدام نقدر نزيد كلاس زعما اللي فيها الاي دي تاع ستاسيون الاي دي تاع لين Hein? وعندي Hein? انت اسكو معليش نزيدوهم Eh bien, après, tu dois me donner le schéma de conception, parce que j'ai demandé dans le rapport le schéma de conception dans les classes. Je n'arrive le lien entre les classes, pourquoi tu as mis cette classe, pourquoi tu l'as ajoutée, bien sûr. خلاص D'accord, voilà. ميرسي. Mais le projet, vous allez le travailler, vous allez avancer en même temps qu'on avance dans le cours, hein. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne saurez pas faire maintenant. Vous pouvez bien sûr commencer à créer vos classes, vous pouvez commencer à faire le menu aussi. C'est-à-dire, vous pouvez bien avancer au fur et à mesure de l'avancement du cours, vous allez découvrir d'autres choses que vous allez utiliser dans le TP. C'est tout? والله OK. Des questions, d'autres questions? Oui, tu peux utiliser ArrayList, oui. C'est l'une des premières collections euh, qu'on va voir dans le chapitre collection. C'est l'un des premiers types de collection. On va d'abord, avant d'arriver aux collections, je pense qu'on va les utiliser dans le chapitre, dans les exercices sur l'héritage. On va utiliser la ArrayList et le vecteur.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, oui, tu peux ajouter dans le devoir, tu peux ajouter les guetteurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux utiliser, en fait, tu respectes le principe d'encapsulation et voilà, tu ajoutes les guetteurs. C'est des travaux libres. Quand je donne comme ça un travail de TP, devoir ou alors projet, c'est des travaux libres. Plus vous mettez, et bien sûr, si c'est nécessaire, hein, et mieux c'est. Ça veut dire que ça va être un travail complet. Voilà, ok. Donc, si je n'ai plus de questions, je vais arrêter ma séance. Bon, vous pouvez garder les questions pour la prochaine séance si vous vous rappelez de questions spécifiques. Ok, voilà. Et bonne continuation.